Amis de la science, des arts mystiques et de la dictature éclairée, bienvenue dans ce nouvel épisode du Plein de Super. Alors, aujourd'hui, on va invoquer même Vishanti et Agamotto. On va parcourir les plaines de l'enfer avec les deux plus célèbres docteurs de l'univers Marvel, à savoir le Docteur Strange et le Docteur Fatalis. Et on va redécouvrir un grand récit du nom de Doctor Strange, Docteur Fatalis, Triomphe et Tourment. Ça va être l'occasion pour nous, pour commencer à arpenter les œuvres d'une collection qui reste encore chère à notre cœur, c'est-à-dire la collection Top BD de chez Luc et Semic. Alors, avec moi pour en parler, on a les membres réguliers de l'équipe du Plein de Super, Ringside et Isaac. Bonsoir les copains. Salut Jérôme. Et Effectivement, j'aime beaucoup la science, les arts mystiques et la dictature éclairée. voilà, mais je pense que tout ça va de pair, c'est un peu un peu le triumvirat idéal, un peu. Et pas forcément dans cet ordre. Pardon, voilà. C'est bon comme ça. Et aussi par correspondance, on pourra dire, on a notre plus fameux et peut-être même le seul membre honoraire de l'équipe, notre colonel Fury, qui nous a écrit de l'Amérique, si je puis dire, comme disait Joe, et nous a envoyé tout plein d'idées qu'on va copier et prendre pour nous après derrière, pour vous parler donc de ce Marvel Graphic Novel numéro 49, sorti aux États-Unis en juin 89, date de couverture juillet 89. Alors, l'éditeur-in-chief, c'était Tom DeFalco à cette époque. L'éditeur, c'était Ralph Macchio. À l'ancrage et aux couleurs, Marc Badguer. Au scénario, alors c'est un de nos chouchous, c'est un de nos maîtres. On vous dit déjà tout le bien qu'on pense de son travail sur les Vengeurs dans notre émission, dans notre série d'émissions Avengers Rassemblement, qu'on vous invite à aller écouter. Je veux bien sûr parler de Roger Stern au scénario. Et au dessin. Au dessin, c'est un petit jeune qui est entré chez Marvel en 83 en tant qu'encreur. Un jour, Bill Mantlo l'a regardé un peu ses travaux, il lui dit « Mais dis donc, pour un encreur, tu dessines pas mal. Tiens, je vais te filer les séries Hulk et puis Division Alpha. » Et puis en 1994, il va créer le personnage et l'univers qui va le rendre célèbre, c'est-à-dire Hellboy. Et ben c'est bien sûr Mike Mignola au dessin. À l'époque, Michael Mignola d'ailleurs sur la couverture. Pour ce graphic novel, qui va nous parler de quoi? Alors, suite à une épreuve mystique qui implique plusieurs sorciers, je vous la fais très courte, plusieurs sorciers de la Terre, le vainqueur de cette épreuve, c'est le Doctor Strange, et il doit accéder au vœu du deuxième sur le podium, qui est n'est autre que le Docteur Fatalis. Et du coup, Fatalis, comme vœu, exige même, on pourrait dire, l'aide de Strange pour aller sauver l'âme de sa mère, qui est retenue en enfer par Mephisto. Voilà. Et c'est que le début de l'affaire. Quand l'a-t-on découvert ce récit? Eh bien là, je vais donner la parole à Ringside. Ringside, quand c'est que tu as découvert ce petit récit, on pourrait dire? Et bien dans mon kiosque à journaux, chez mon libraire bureau de tabac Qu'est-ce qu'un kiosque du à coin de la journaux? rue. Qu'est-ce qu'un kiosque à journaux? Qu'est-ce qu'un bureau de tabac? Qu'est-ce qu'un Pour les buraliste? pour les jeunes qui nous écoutent. Un livre sur du papier? Quoi? Directement chez le vendeur de journaux, dans la collection Top BD. Mais alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était la deuxième édition, je crois, Oui. de l'album. Il y en a eu deux, ouais. Tôt.
Mm. Ouais, Et tout à ils l'ont fait. fait pour quelques graphic novels, et celui-là en Mmh. particulier. Le Euh, 1er le 1er était sorti en 89, donc la même année qu'aux États-Unis et en effet, ta deuxième édition, c'est 1992 ouais. et je Et crois que c'est pareil, à la ouais, même date. c'est ça. Alors la particularité des Top BD, c'est que c'était des albums plus gros que plus grands que dans des formats plus grands que la normale, et qui était généralement la reprise de la série d'albums graphic novel de Marvel, qui avait la particularité d'être cartonné sur du beau papier, avec une vraie ambition artistique, hein. C'était des albums, des one-shots, comme on voit maintenant, un peu, hein, quelque part, plus proche de ce que font les franco-belges, en fait. Et, euh, et ça tranchait avec le reste de la production Marvel. On avait en parallèle l'autre série, c'était les récits complets Marvel, qui était plus le recueil de mini-séries ou alors d'un run ou d'une grande saga dans une série qui était compilée en plusieurs épisodes. Ce qui est devenu l'ancêtre des trades paperback, quoi, maintenant. Mais les top BD, il y avait un côté un peu plus prestigieux, un petit peu plus classe. Il y avait eu pas mal d'albums, on en parlera, hein, de plusieurs durant les émissions. Il y avait souvent un aspect graphique qui était beaucoup plus léché, avec des couleurs qui étaient beaucoup plus belles que sur les productions habituelles. Voilà, le papier était glacé, etc. Donc c'était plus luxueux. Pourtant, c'était pas beaucoup plus cher, hein, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ben voilà, ma première peut-être rencontre avec Mignola, hormis peut-être ce qu'il avait fait sur la division Alpha, sachant que là on est quand même à un autre niveau que ce qu'il a fait sur la division Alpha, vu qu'il y a toute la mise en couleur, et puis visiblement il a du temps pour le faire. Donc voilà, il y a un trait quand même qui dénote de Mignola par rapport au reste de la production Marvel de l'époque. Donc ça, couplé au scénario de Roger Stern qui est quand même super rythmé, super percutant, avec les dialogues qui vont bien, la petite touche d'humour qui contrebalance un peu avec le dessin un peu grave et gothique de Mignola. Voilà, c'était vraiment une bande dessinée que j'attendais pas et qui m'a soufflé quand je l'ai lu à l'époque, quoi. Parce que j'étais pas passionné par Doctor Strange, c'était un personnage qui était pas trop publié en France. Et Doctor Doom, ça restait un vilain, hein, dans l'histoire. Donc, le voir en héros comme ça d'un graphic novel, ça tranchait complètement avec les productions Marvel habituelles. Et de bout en bout, c'était une petite claque à l'époque. Isaac, dis-nous tout. Oui, bah moi c'est la même, hein. C'est pareil. Je pense même qu'on a lu le même TP, le même Ouais, top voilà. BD. C'est possible que Avec ce soit le même. Ils se sont battus pour le lire en premier. Ouais. Et pareil, comme Ringside, moi j'étais pas un gros amoureux de Doctor Strange. Exception faite des épisodes de Steve Ditko qu'on retrouvait dans certains numéros de Strange Special Origins. Je trouvais qu'il avait la méga classe. Et je sais pas pourquoi, la fiche dans Strange Special Origins aussi, la fiche du Doctor Strange, où au dos de l'affiche, il y avait l'amulette, il y avait le sanctuaire, le Sanctum Sanctorum et tout ça. En fait, je l'avais bouffé, je l'avais dévoré, je la connaissais par cœur. Je trouvais que c'était super intéressant. Et je me demandais, mais pourquoi en fait le personnage il est pourri quand on le voit dans les Défenseurs? Parce que dans les Défenseurs, c'était un peu l'équivalent du professeur Xavier, quoi. Le chef un peu chiant. Tu vois, pas le chef sympa comme ou le chef un peu torturé, mais qui est au cœur de l'action comme Cyclope, ou le chef sympa comme Captain America. C'est un peu le chef tête de con, quoi. Il se plaint, il est toujours à réprimander les autres, il est pas classe du tout, quoi, dans les Il est Défenseurs. toujours sérieux. Ouais, il est toujours sérieux. Alors que dans sa série, parce que par la suite, du coup, j'ai relu toute la série du Doctor Strange du début jusque même après le départ de Stern. Le personnage est beaucoup plus intéressant que ça, quoi. Enfin, le personnage est beaucoup plus intéressant, comme on le voit d'ailleurs dans l'album. Et donc, c'était aussi ma première rencontre avec cet aspect du personnage de Doctor Strange, où on voit que c'est
un humain normal qui est tombé en fait vraiment dans les arts mystiques à l'âge adulte après une vraie vie. C'est-à-dire, c'est pas comme Peter Parker qui chope des super pouvoirs à l'adolescence ou les X-Men qui deviennent des mutants à l'adolescence. Il a une vraie vie à côté, enfin, une vraie vie avant de devenir un super-héros. Ce qui le rapproche quand même assez de Tony Stark, de Iron Man. Alors, c'est pour ça que tout le monde, je pense, a fait le comparatif. Mm. Quand il y a eu les films qui sont sortis, que le film Doctor Strange, c'était Iron Man, mais avec de la magie. Et c'est pas faux, en fait. Les personnages sont basés un peu sur le même, le même modèle. Doctor Strange, en plus, dans la BD, est encore plus, je trouve, un côté un peu plus sombre, dans le sens où, effectivement, l'idée de l'alcoolisme qui cause son accident, enfin la vie dissolue qu'il a, le caractère vraiment, c'est pas un mec sympa quoi au départ. Ils ont un peu adouci ça dans le film Doctor Strange au début pour pas qu'on le déteste complètement, mais dans la BD, dans l'origine de Steve Ditko, on voit que c'est vraiment c'est un c'est limite un enfoiré quoi. Il refuse de guérir des gens parce que c'est pas assez bien payé ou ça lui apporte pas assez de prestige. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se rachète complètement en devenant un héros, qui trouve en fait une espèce de force intérieure pour devenir un héros. Ce qui est un peu la marque des héros de Steve Ditko. Donc c'est peut-être le héros le plus ditkoïen de tous, puisqu'il est déjà adulte et il doit prendre un chemin différent de l'égoïsme qu'il a eu. C'est super intéressant, connaissant un peu les convictions de Steve Ditko. Et puis, par contre, le Docteur Fatalis, moi, j'étais déjà fan du perso. Mais c'est également une date, je trouve, dans l'histoire du personnage où il a rarement été aussi beau, aussi imposant. Exception faite forcément des épisodes de Stan Lee et Jack Kirby, notamment du Fantastic Four annual, où on voit l'origine du Docteur Fatalis avec son fidèle Boris. Et fidèle Boris qu'on adore tous. Hein. On est tous fans du fidèle Boris. Et de son chapeau. Je pense que c'est lui qui fait le Père Noël en Advéry, Boris. Ouais. Le Père Noël officiel. Tu crois qu'ils fêtent Noël en Advéry? Ils sont obligés de fêter Ils Noël. sont Ils sont obligés de obligés fêter d'être Noël. heureux. C'est ça. Et tous les cadeaux vont au château. C'est une façon différente de fêter Noël, mais voilà. Et pas à Christophe. Et là-bas, tu sais et là-bas, tu sais que tous les enfants sont sages de toute façon à la base. Tous les enfants sont sages, oui. Voilà, tout le monde va se coucher à 8h avec les poules. Et il se lève avec les poules aux mains. Un pays qui rondement géré. Et on le voit encore d'ailleurs. On n'y reste pas longtemps en Latvérie, mais suffisamment pour s'apercevoir que c'est un pays de zombies. Que ça ressemble un peu à ce que rêvent, je pense, souvent nos amis d'En Marche pour la France. C'est des gens souriants, heureux et qui font pas chier. Un pays qui se tient sage. Et du coup, j'aime beaucoup aussi la description de Fatalis dans cet album. Et notamment, en fait, je me suis aperçu que les 3 personnages principaux sont issus des 3 grands dessinateurs de Marvel. C'est-à-dire vous avez Doctor Strange avec Steve Ditko, Docteur Fatalis avec Jack Kirby et Mephisto avec John Buscema. Donc on a quand même les trois grands pères fondateurs visuels de Marvel, et puis un peu plus que ça. Un peu plus que ça. N'est-ce pas, Stan? Et donc on les retrouve qui s'affrontent. Et Stern, il a cette capacité à mélanger tout ça et à se servir des forces de Mignola et à gommer toutes ses faiblesses dans un récit. Ouais, effectivement, je trouve que c'est ce qui est encore
plus étonnant que le reste, c'est que Stern, il a cette capacité, ça on le sait, à faire des intrigues hyper rythmées, ça on l'a vu, il n'y a pas de souci, à bien comprendre les personnages, à bien comprendre les origines, voilà, à toujours relier en fait la caractérisation du personnage à l'origine. Ça, c'est super important pour lui. Au point de départ, il y a toujours quelque chose de cohérent en fait dans ce que font les personnages, et ça, Triomphe et Tourment, c'est complètement basé de toute façon sur l'origine de Dr Fatalis. Donc ça, il n'y a pas à tergiverser, c'est évident, quoi. On a même 2 séquences de flashback, une pour Fatalis, une pour Doctor Strange. Mais il a aussi cette capacité en fait à faire ressortir les idées fortes et les thèmes forts des les personnalités artistiques en fait des gens qui les ont créés. Et tu as les 2 visions en fait de la puissance, de la responsabilité chez Kirby et chez Ditko, englobées dans les enfers, la restitution des enfers et surtout de l'enfer catholique par Buscema. Tu vois, c'est via Mephisto, via et ce qui est fort avec Stern, c'est qu'il y a en fait la résolution de l'intrigue se fait à la fois sur le point de vue de Jack Kirby sur la puissance, c'est-à-dire Doctor Doom comme cette espèce de volonté de fer incarnée, et les questions de morale d'Itkoyen avec Doctor Strange qui protège l'âme de la mère de Docteur Fatalis, et qui est toujours là en fait à replacer le point de vue humain, le point de vue moral en fait de la situation. C'est lui qui amène en fait le point de vue humain. C'est-à-dire que Docteur Fatalis, lui, est déjà passé à autre chose. C'est déjà devenu un surhomme, quoi. Une fois qu'il a mis son armure, il traite tout comme un combat mythologique, quoi. D'ailleurs, il traite toute l'intrigue comme on s'aperçoit petit à petit que c'est lui qui manipule en fait tout le monde, même le diable. Et à côté, tu as le point de vue humain. Le point de vue humain, c'est toujours Doctor Strange, quoi. Et ça, c'est ce que j'adore en fait avec et le personnage et la façon dont Stern l'écrit en filiation directe avec Steve Ditko, c'est qu'aujourd'hui, les scénaristes ont tendance, quand ils créent des personnages comme ça, des personnages qui sont des personnages d'autorité, je pense par exemple, vous avez chez DC, vous avez Mister Terrific, ou la façon dont ils dépeignent maintenant Tony Stark, c'est des mecs qui sont... en fait, c'est des super tronches, des super génies. C'est la façon dont le scénariste se voit, quoi. Tu vois, c'est mon héros, il est super intelligent comme moi. Tu vois, parce que moi, je comprends mieux le monde que tout le monde. Je comprends mieux J'ai lu des trucs dans Science et Vie. Ben, je vais vous raconter, je vais vous mettre sur les nanotechnologies, parce que je ne vise personne hein, comme scénariste, mais vous aurez tous reconnu de qui je parle. Et en revanche, les scénaristes plus classiques, comme Stern, eux, ils créent un personnage dont son Doctor Strange, c'est pas un mec qui est le maître des arts mystiques parce qu'il est super intelligent. C'est pas c'est quelqu'un d'intelligent parce que c'est un médecin, mais ça reste une intelligence humaine. C'est quelqu'un qui est le maître des arts mystiques, et on le voit, parce que c'est le seul à ne pas foncer bille en tête dans la bataille. Quand il y a tous les mystiques qui sont rassemblés, on voit qu'il a aussi plus d'expérience, il est un peu plus vieux que les autres, donc il est habitué en fait à se servir de pas mal de sorts, et puis il prend le temps de réfléchir en fait, simplement. Il se pose, il prend le temps de réfléchir, mais il n'a pas directement tout de suite j'ai vu toutes les combinaisons possibles, je suis plus malin que toi, je suis plus malin que les autres. En fait, il est aussi dépassé que les autres au moment de la bataille donc des mystiques pour choisir le sorcier suprême, là, quand il y a l'espèce d'ancien qui se met dans le cocon des Vishanti, et en fait, en gros, il faut détruire le cocon des Vishanti pour devenir le sorcier suprême, et donc tout le monde l'attaque comme des bourrins en balançant toutes les sorts possibles, sauf que le cocon renvoie les sorts. Et à un moment donné, Doctor Strange, il a l'idée en fait de simplement en fait s'approcher, en fait de demander. Ouais, voilà. Simplement, en fait, c'est de la communication, c'est de l'empathie, c'est de la compassion, et c'est cette humanité qui fait de lui le maître des arts mystiques. Et c'est ce qui fait de cette humanité, c'est ce qui fait de lui un super-héros. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui. C'est-à-dire l'humanité des personnages, c'est ce qui fait... En fait, l'humanité des super-héros, c'est ce qui fait le super-héros. C'est pas les super-pouvoirs,
ou le fait que c'est pas le futuriste Tony Stark, c'est pas Sinon, t'es juste un l'homme. surhumain nazi. C'est juste, ouais, voilà, c'est juste un fantasme nazi de puissance. Et je dis ça, j'aime bien Mister Terrific comme personnage Mm. dans la Société de Justice, mais je notais ça en fait que bon, parce que là je relis des épisodes de la Société de Justice que en fait d'un coup il se retrouve avec Mister Terrific qui est le troisième humain le plus intelligent de la planète, Dr Midnight dont on nous apprend que c'était un enfant prodige qui est devenu chirurgien quand il avait 10 ans, c'est Dr Doogie quoi. Et puis je sais plus qui d'autre qui a aussi, enfin et tu te dis ouais, au bout d'un moment on commence à créer que des super-héros comme ça qui sont plus intelligents que tout le monde, plus malins, plus beaux, plus forts, plus ceci, plus cela. Et ben on perd en fait ce que nous on aime bien dans les super-héros. Et c'est vachement en parallèle aussi avec la perte de tous les castings secondaires de personnages normaux. Où on remarque, enfin moi Oui. ça me fait ce que tu dis, ça me fait penser à ça, où tu vois beaucoup de séries qui avaient avant un casting de personnages secondaires. Tu par exemple, Spider-Man avec toute l'équipe du Bugle ou tous les copains du lycée. Ouais. Aujourd'hui, alors pour Spider-Man, tu l'as encore parce que honnêtement, si tu enlèves ça, je vois pas trop ce que tu peux faire après avec Spider-Man, mais on a cette tendance à vouloir dire que en fait, des humains normaux, c'est pas intéressant. Il faut qu'on leur file des super-héros ou qu'on les coltine avec un autre vilain ou un autre. Ouais, mais tu dis ça de Spider-Man, mais ils ont quand même mis Flash Thompson en Venom. Voilà. Je crois qu'ils ont Ouais, ils sont obligés de les Ouais. transformer. Ouais, non, Le mais mec, Mary ouais, Jane voilà. avec Black Cat, des trucs Ouais, comme ouais. ça. Ouais. Et tu pars, Iron Man, il avait tout un casting de persos secondaires, même Strange. Enfin, Mais oui, c'était oui. et généralement d'ailleurs, t'arrivais à définir un univers ou des personnages bah, par les persos secondaires, quoi. même Jim Rhodes, par exemple. Maintenant, c'est Voilà, devenu un espèce de super soldat militaire, Oui, je sais alors pas que c'était quoi, juste alors que c'était vraiment le mec terre à terre. c'est ça. C'était le Et, pilote. et avant, t'avais Happy et puis Pepper. j'ai oublié Mais Pepper. Pepper, voilà, tu vois, Ouais. c'est ça. Et du coup, pour revenir sur Triomphe et Tourment, moi, ce que j'apprécie justement par rapport aussi à l'humanité de Strange, elle permet de. Enfin, en fait, elle permet de mettre en valeur Fatalis. Moi, en le relisant, Mm. ce que je trouve génial, et je crois que Stern le disait quand il a réécrit plusieurs fois le projet, parce que je crois que c'est un projet qui date de 82 ou 83 à la base, qu'il essayait de ressortir les cartons et qu'il essayait de faire fonctionner pour qu'ils soient en cohérence avec, à l'époque, le run de Byrne. Et puis bon, ça c'est petit à petit, ça a mis plus de temps et au final, il en fait un récit. C'est un récit déconnecté, hein, pour ceux qui veulent le lire. Vous avez quasiment rien. Vous pouvez le prendre comme ça si vous connaissez rien de Strange et tout. Limite, il n'y a aucun souci à le découvrir comme ça. Il y a vraiment une Il y a même simplicité, pas de référence aux 4 Fantastiques, je crois. voilà, ça fonctionne totalement. Et moi, ce que j'adore, c'est comment d'un récit qui à la base est sur Strange, on pourrait dire, en tout cas sur le héros, va petit à petit se décaler en disant c'est un récit sur Fatalis. Mais c'est un récit sur Fatalis, sur comment il va essayer de sauver sa mère, quelle est en plus l'importance de cette femme sur Fatalis encore aujourd'hui, alors qu'il est un dictateur dans son pays ou quoi que ce soit. Et comment tout le récit est autour de lui sans que ça devienne lui le personnage principal. Il arrive toujours, et c'est ce que je trouve génial, à trouver le recul, en tout cas la position nécessaire pour faire de Fatalis, je trouve, un espèce de personnage romantique, en tout cas dans la manière de retrouver, d'essayer dans la quête de sa mère, mais sans jamais que ça prenne le pas sur sur son aspect machiavélique. Et Machiavel surtout. Parce que c'est ce que je trouve génial, c'est-à-dire que du début à la fin, tu arrives à comprendre que quasiment tout a été mis en place par Fatalis, mais toujours avec une manière de se dire, tu sais, il entretient un flou qui est passionnant.
Ce flou de se dire, mais est-ce qu'il fait ça parce qu'il a un bon côté ou parce qu'il est totalement calculateur? Et je trouve que c'est très fort, par exemple, quand, justement la visite de la laverie, c'est à la fois, très, regarder la lecture et en même temps ça donne tout quoi. La petite gamine qui arrête le cortège pour donner des fleurs à Strange. Tu Strange qui est là, fait: «Bon, en même temps, ils ont l'air d'être heureux, mais j'arrive pas à m'ôter de l'idée que c'est une mise en scène, pour me faire croire que». Et en fait, c'est tout ça dans le récit autour de Fatalis, c'est à chaque fois tu as envie de dire: «OK, il y a de la sincérité, mais on peut pas s'empêcher de garder le doute sur le caractère calculé Ouais. du truc». Et ça, Stern, il est super pour avoir dressé et avoir trouvé cette distance nécessaire pour faire à la fois, je trouve, ouais, de Fatalis, c'est un personnage vraiment, ouais, peut-être romantique, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment de l'aspect un peu, Il y a un aspect tragique, de toute façon. tragique, voilà, C'est exactement, tragique, c'est tragique, gothique. mais Ouais. ça dénature jamais, Michael. Et tu vois, je repensais, à la manière dont on a transformé Fatalis un peu après Hickman ou Secret Wars et où on en fait carrément le nouvel Iron Man à ce moment-là, tu vois? Et où là, c'est complètement parti en vrille, juste, voilà, là, c'est complètement faire tomber le personnage dans ce qui n'est pas. Et ce recul-là, je trouve, fait que pour moi, dans ce récit-là, il y a peut-être pour moi la meilleure, une des meilleures versions de Fatalis. Et Ouais. je pense que ça tient aussi du dessin de Mignola, parce que, il a plein de défauts encore, hein, on sent qu'il a pas encore toute la maîtrise, mais je trouve que son Fatalis est superbe. Ouais, ouais. Heu et je vous laisse la parole. Il y a une autre scène aussi que j'adore, parce que c'est aussi un récit qui est un peu en 3 actes et qui, de manière super naturelle. C'est-à-dire, le tournoi des mystiques, la Latverie et les enfers. Et dans le tournoi mystique, moi j'aime beaucoup la manière dont Fatalis, essaie de montrer son côté, noble et bon joueur en disant: «J'enlève mes gants, les gants de mon armure pour, n'utiliser que mes mains pour prouver que je suis un vrai sorcier». Mais en même temps, il va utiliser toutes les filtres de son casque pour avoir un temps d'avance sur les autres quand même, tu vois? Il garde quand même son côté, roublard. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur le personnage. Et Mignola l'utilise très bien. Il arrive vraiment à bien jouer avec Mmh. la manière mécanique, et tout en moyant le côté charnel du personnage, la chair humaine. Il y a beaucoup de chair humaine chez Fatalis dans ce récit-là. Ne Ouais. serait-ce qu'on Ouais, voit a ouais. priori son visage, défiguré. C'est vrai qu'il continue à tricher. Il laisse une petite note d'ambivalence quand même sur ce Fatalis qui a quand même la grande gueule pour raconter à quel point il est talentueux et il a de l'honneur, et etc., etc. Mais quand même, s'il peut tricher, faire un petit coup en traître euh, et braconner un petit peu, il n'y a pas de souci, quoi. Il sera là. Ouais, moi j'aime effectivement la construction en 3 actes. Je pense que c'est ce qui donne autant de densité dans l'histoire. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que il y a tout de suite une touche d'humour avec l'ancien Oui. qui lui qui va appeler donc tous les mystiques là pour déterminer le nouveau sorcier suprême. Euh, il n'arrête pas de raconter des conneries. Il a un petit côté Yoda ou je ne sais quoi, cet ancien-là. Et après, on a toute la séquence avec tous les magiciens, là. Alors, ils sont bien une dizaine à venir. J'aime bien tous ces Ils, péteux là. ils ont tous un look assez spécial, quoi. Mais je trouve que c'est un peu précurseur de ce qu'on retrouvera un peu chez Vertigo, dans tout ce qui est Hellblazer et compagnie, Ouais. dans le futur. J'ai l'impression que ça a bien marqué ce passage-là, ce rassemblement de personnages qu'on reverra plus jamais, hein, tous les jeunes magiciens là qui sont enfin l'image des jeunes, il n'y a pas que des jeunes, hein, mais c'est des magiciens un peu de tous les horizons, de tous les pays. Alors ils ont tous différents looks, hein. Il y a une espèce d'Australien. Il y a une gonzesse quand même qui est punk C'est Nat. habillée. Voilà, elle est en string Mais avec une veste en cuir et puis c'est à peu près Mm. tout.
C'est une Atlante ou un Atlante. Ouais, il y a une Atlante aussi. Ouais, on a un petit tour d'horizon en plus de l'univers Marvel en une page qui est plutôt sympa. Mais j'ai l'impression que ça a fait un petit peu école aussi ce passage-là. Et puis après, effectivement, on part sur l'alliance entre Strange et Fatalis, avec tout de suite une présentation un peu effectivement de la Latverie qui est plutôt cool, hein, cette espèce de territoire, cette dictature du bonheur là. On revient sur les origines aussi de Fatalis et surtout sur toute l'histoire de la mère de Fatalis aussi qui est qui est digne d'un film de la Hammer, hein, presque, avec sa mère qui est une sorcière qui va tomber dans le piège de Mephisto. Ça, elles sont magnifiques les pages là. Je trouve que c'est la plus belle partie du récit quand on est sur l'origine de la mère et puis les débuts. Après, quand ça part sur l'origine en lui-même de Fatalis, on a un peu plus des références à Kirby. Oui. Et puis et puis après ça part dans l'enfer. Donc là aussi moi j'aime bien Mignola de cette époque quand même. Mine de rien, je trouve que ça a plus de punch que qu'il a fait après sur Hellboy. Alors ouais, il y a peut-être plus de défauts, il y a peut-être plus de trucs, mais vraiment moi je trouve que c'est un de ses meilleurs travaux ce truc-là. Parce que je trouve que ça a plus d'énergie que ce qu'il fera plus tard. Et puis aussi après on repart sur l'origine de Doctor Strange aussi qui est où on revient effectivement sur le côté assez désagréable du personnage. Ça donne de l'épaisseur à tout. Il y a que 2 intervenants finalement entre Fatalis et Doctor Strange, mais il va tellement aller à fond dans les personnages que ça donne une épaisseur au récit qui est assez époustouflante, quoi. Jamais t'es ennuyé en fait d'avoir juste 2 personnages. C'est ça. Alors qui ont rien à voir, quoi. Alors il arrive à raconter l'origine, il arrive à les faire avancer dans le truc, puisque le Doctor Strange devient quand même le sorcier suprême. Et Fatalis, il y a un sacré bond en avant pour le personnage, puisqu'on va découvrir toute effectivement la portée dramatique du personnage avec sa relation avec sa mère, etc. Les sacrifices qu'il va accomplir pour essayer de la sauver. Et puis on va pas peut-être pas spoiler la fin, mais il y a des retournements de situation à la fin qui sont quand même assez déstabilisants, assez déroutants. Et puis finalement le grand méchant dans l'histoire c'est Mephisto, quoi, qui est vraiment le mal absolu en fait. D'accord, Docteur Fatalis c'est pas le plus gentil des gentils, c'est le mec qui veut dominer le monde, mais voilà, t'as le mal absolu avec Mephisto et tu le vois confronté à un Fatalis qui va réussir à contrer le mal. Et ça aussi ça va faire école, quoi, le Fatalis qui a tout compris à l'avance et qui a tout manipulé depuis le début. C'est ce que tu peux faire de mieux quand tu prends 2 personnages Marvel. Tu vas d'abord les mettre dans une situation où ils ont un challenge à relever, hein. Ensuite, tu vas partir sur leur histoire pour qu'on comprenne bien le pourquoi du comment des personnages, et puis après ils partent dans une évolution et un vrai truc dramatique vers la fin. C'est vraiment ça fait 80 pages là, c'est un sans faute. Moi je trouve qu'il y a rien acheté, hein, dans ce truc-là. Il n'y a pas un moment tu te dis pourquoi il a fait ce dialogue, pas un moment tu te demandes, tu te dis que ça traîne en longueur, et il sait jouer en plus avec les forces de Mignola, parce que il se prive pas pour avoir des grosses séquences de baston dans les limbes avec toutes sortes de démons, etc. Puis avoir des grandes splash pages avec Mephisto qui montre un peu la démesure de son pouvoir et puis les différentes formes qu'il peut
et qui peut avoir quoi. Il est un peu métamorphe, polymorphe, Mephisto. Donc du coup, ça permet à Mignola de jouer avec le trait, ce qu'il faisait pas énormément jusqu'ici, mais qui fera école aussi avec Romita Junior derrière quand on aura Mephisto qui passera dans Daredevil, où il aura un look tout à fait différent. On a les prémices de ça aussi dedans. Ouais, avec ce côté très des personnages qui sont complètement happés par l'enfer, complètement happés, complètement entourés, tu sais, être minuscule autour de tout. Et c'est vrai que tu le retrouves vraiment dans le Daredevil de Romita. Il y a quelque chose que je trouve super aussi avec ce récit. Et j'ai l'impression, alors comment dire, les récits avec deux héros, limite un peu buddy movie, ça on en a des paquets, des paquets. Et il y a quelque chose avec Fatalis, où j'ai toujours l'impression, quand je lis ça, quand je lis des récits avec un héros et Fatalis, tu as toujours cette manière que Fatalis a de faire grandir le héros, sans jamais se dénaturer lui-même. Alors je repensais, moi, à l'épisode dans la quête, enfin, avec le roi Arthur, avec donc Fatalis et Iron Man. Il y a déjà, où il y a déjà ce caractère-là. Et je le trouve encore plus fort aussi là. T'es vraiment dans un. Tu vois, il y a un côté beaucoup plus noble. On n'est pas dans le buddy movie où ça va se vanner. Au début, ils se détestent et après, face à l'adversité, on s'unit et puis à la fin, on s'aime pas, mais on se respecte. Enfin, tu vois, il y a un peu le côté un peu balisé de ce type de récit. Dans là, il y a un côté vachement plus noble, beaucoup plus épuré dans cette relation. Et toujours avec ce côté un peu valse, un peu valdingant, enfin pas valdingant, mais où tu sais jamais trop de se poser, où tu as Fatalis qui a à la fois un respect total pour le maître des arts mystiques, quoi. Déjà face à Genghis, quand il arrive, où il va le vouvoyer, il va le saluer et tout ça, et qu'il explique par rapport à la première fois, puisque en fait Genghis, c'est lui qui rencontre la première fois qu'il rencontre Fatalis, c'est quand Fatalis, après avoir été défiguré par sa machine, part pour l'Himalaya ou les monts pour retrouver, on va dire, un peu plus de pouvoir et donc découvrir ce groupuscule qui va lui permettre après de découvrir plus de pouvoir magique et de créer sa propre armure. Donc lui, il le découvre au moment de cette ascension, et le lendemain, il va découvrir Strange qui, lui, a fini son évolution, enfin, ça finit son parcours, et il va découvrir Strange tel qu'on le connaît. Donc il va rencontrer ces deux héros au moment où l'un va devenir ce qui fataliste, pendant que l'autre est devenu Strange. Et du coup, avec Fatalis, donc la deuxième fois qu'il le revoit, alors que la première, Fatalis lui parlait comme un chien, quoi. Et voilà, là, il arrive avec toute une noblesse, comme il dit. Il fait, quand tu m'as rencontré, j'étais un jeune fou ou un être perdu, enfin, je sais plus exactement les termes, et il dit, depuis, je suis devenu un monarque, je dois parler, et je sais ce qu'est la diplomatie et tout. Et du coup, voilà, il a toujours une certaine révérence. Et pareil avec Strange, mais tout en jamais en montrant, en divulguant tout son jeu, quoi. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, parce que ça joue pas sur l'effet de la trahison, d'ailleurs. Il utilise Strange, mais jamais il va le trahir, véritablement. Et du coup, moi, je trouve que ça élève encore plus Fatalis au rang de. Ce sera pas un héros, mais c'est pas non plus, c'est pas un méchant comme les autres, quoi. C'est pas le vilain comme les autres. C'est pas. Il y a vraiment. Il y a un côté très mythique en fait dans le récit, la fuite des enfers à la fin. C'est le mythe d'Orphée. Voilà. C'est vraiment dans le mythe d'Orphée. Et du coup, ça inscrit Fatalis dans ce type de mythologie là qui est. Qui a tendance à poser le personnage dans une autre position que celui de simple méchant de la semaine, de méchant du mois dans un comics Marvel. Hein. Je pense que c'est là aussi que ça tape très fort, je trouve, l'histoire et le récit, parce que ça part tout de suite dans des trucs éminemment mythologiques, quoi. Le fait d'aller chercher une âme aux enfers et de remonter, de réussir à vaincre le mal absolu.
par l'intelligence, par la fourberie, enfin par la ruse plutôt, ce serait plutôt ça le bon mot. C'est ce qui permet de placer enfin de continuer à passer le personnage de Fatalis sur cette espèce de piédestal là dans le monde Marvel, où tu sais que t'as le méchant qui est au-dessus du lot, quoi. Comme on l'a vu dans notre review des Secret Wars, s'il y a un chef des méchants, ce sera Fatalis, quoi. Ce sera pas quelqu'un d'autre, quoi. Et parce que aussi il a ce côté dramatique, gothique, qui transpire tout au long du récit là. Hein. Alors qu'effectivement, comme tu le disais, Strange, il a plus la position du spectateur, de l'homme lambda qui est encore, même si c'est le maître des arts mystiques, il est quand même il suit les événements, quoi. Hein. Il est là, il va trouver la bonne solution au bon moment, mais il a plutôt tendance à suivre les événements plutôt qu'à être le moteur de tout ça. Ouais. Cela dit, ça l'amoindrit pas, parce que il capte aussi exactement. Non, parce que c'est pas forcément l'amoindrir d'être un âme lambda perdu au milieu d'un monde fantastique et d'arriver à survivre et de pas devenir fou. C'est déjà, ça fait de toi effectivement le super-héros, hein, comme on dit. Hein. Tu vois, de la manière dont on en parle, en fait, il capte au dernier moment la dernière ruse de Fatalis, celle qui va lui permettre de sauver sa mère, il va capter. Et c'est rigolo parce que tu vois, en parlant, je me dis c'est marrant parce que c'est exactement. Ça me fait penser dans le film Avengers Endgame, en fait, la manière dont Strange dit à Stark qu'il y a une seule façon, vu qu'il connaît tous les futurs, qu'il y a une seule façon de s'en sortir face à Thanos. Et que finalement Stark la comprend à la toute fin et donc va se sacrifier. Au final, c'est un peu la même chose avec. Ici, tu retrouves ça, c'est-à-dire, il n'y a pas 100 000 voix, il n'y en a qu'une et j'arrive quand même à la démêler. Donc du coup, même face à sa ruse, et même si je suis spectateur, j'agis au bon moment en fait. Et ça renvoie à ce que Isaac dit sur le personnage quand on est face à l'épreuve d'Evinchanti tout au début, c'est-à-dire c'est pas le mec qui va foncer bille en tête, quoi. Il va prendre le temps de regarder, il va prendre le temps de se poser, il va agir au moment où il faut, parce qu'il faut agir, mais il va pas être le gros. C'est pas Strange, tu lui donneras jamais un gros fusil, quoi, tu vois. Et du coup, de comprendre qu'il faut juste poser la main sur le cristal et dire est-ce que tu peux sortir. Et ça définit tout le truc, c'est que c'est un peu la livrée de tortue, c'est-à-dire que lui, c'est un peu la tortue, quoi. J'avance, je prends le temps, mais quand il faut agir, j'agis, quoi. Alors, ça tombe bien parce que j'ai un télégramme de San Francisco du colonel Fury qui nous dit que pour lui, dedans, le Doctor Strange, c'est un peu l'ange gardien de Docteur Fatalis. Que le récit est vraiment centré sur Fatalis, que ça reste une ode au personnage. Avec Strange qui lui enseigne les enchantements, il y a même le grand ancien qui adoube Fatalis. Donc il nous dit dans les guerres secrètes c'était le méchant de l'univers Marvel, mais dans ce graphic novel il est upgradé au rang de personnage le plus authentique et incontournable de Marvel. On a l'impression qu'avec ce personnage on raconte toujours la même chose, mais Stern semble avoir tout lu pour se concentrer sur sa seule psychologie et son objectif de vie. Donc c'est pour lui, voilà, il nous dit que c'est le vrai héros du graphic novel avec Strange en tant qu'ange gardien. Et je trouve que c'est pas faux, en fait, cette idée d'ange gardien. Et avant de vous laisser la parole sur ce sujet, moi, je rebondis aussi sur l'idée de personnages qui sont aux enfers. Il y avait une référence dans un film qu'on a tous vu et qu'on a tous aimé, qui me fait penser à ça, parce que tu parles aussi de buddy movie, c'est Seven. Et il n'y a pas une fin tragique, mais moi, ça m'a un peu fait penser leur parcours à celui de Somerset et Mills, où Somerset, ça serait Doctor Strange, et Mills, ça serait Docteur Fatalis, et ils sont confrontés à la fin au mal ultime. Alors, il y a un double twist à la fin qui est, on va dire, favorable au personnage, alors que chez Fincher, c'était l'inverse, mais ça m'a un peu fait penser à ça, quoi. Ça m'a fait un peu... Ouais. Bah, on est dans le même genre de ressort. Hein.
C'est-à-dire que, voilà, effectivement, à un moment donné, c'est le drame qui prend le dessus. Et alors, là, on a un happy ending. Comme quoi, il est possible de faire un happy ending avec quand même une portée dramatique qui va te scotcher, Ouais. quand même. Parce que Oui. quand tu as fini la lecture, c'est quand même le passage où Fatalis se rend compte qu'il va pas pouvoir sauver sa mère, qui reste le plus qui reste en tête. Oui. Alors qu'au final, tu as quand même un happy ending, t'es pas obligé de rester dans le Ouais. dark et d'avoir voilà, anéanti ton personnage. Mais c'est une fin à double tranchant. C'est même pas une Ouais. fin ambiguë, c'est une fin à double tranchant parce qu'il a réussi ce qu'il voulait faire et en même temps il a tout perdu. C'est ça qui est Ouais. intéressant. En C'est fait. ça qui est superbe même. Ouais. C'est Ouais. vraiment et tout en ne sachant pas toi en tant que lecteur si Ça l'affecte ou non. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Parce Ouais. que Dans quel sens ça l'affecte en fait? voilà. Mm. Exactement, parce que Ouais. même, Ouais. même vers la fin, tu vois plein de moments où Strange va agir et tu vois la tronche de Fatalis qui hurle, où tu vois les yeux ressortir Oui. tu vois vraiment Ouais. les yeux et tout, et tu te dis, bah putain, là, il voulait pas, c'est pas comme ce qu'il pensait faire, et au final, il est peut-être probable que si, mais tu sais pas. Ouais. Ça, on sait pas, ouais. Vraiment... Ouais, il y a vraiment une ambiguïté. J'ai rarement vu une ambiguïté aussi forte à la fin d'un récit. Peut-être qu'il avait un plan A et un plan B. Moi, c'est ma Je sais théorie. pas. Je sais pas. C'est vrai. Bon, c'est ça marche pas, on pourra le faire comme Ouais. ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a ce fait que on en apprend plus sur Dr Fatalis, mais en fait on en sait moins sur lui à la fin. Ou l'inverse, on en sait plus sur lui, mais finalement on n'a peut-être rien appris en fait à son sujet. Parce que qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de Fatalis? Mais ça rejoint vachement vraiment à chaque fois que Fatalis enfin à chaque fois que moi j'aime Fatalis, c'est quand justement tu n'arrives pas du tout Oui. à percevoir ce qui est chez lui. C'est comme quand Byrne te fait l'épisode des Fantastiques avec toute la journée une journée classique chez Fatalis, où c'est partagé, Ouais. tu vois, t'es partagé entre le fait qu'on dirait qu'il y a vraiment de l'amour avec lui et Christophe, et en même temps, le mec, il vient de tuer un scientifique juste parce qu'il a merdé sur un truc, quoi, tu vois. Et c'est exactement ça, tu te dis, je sais pas, enfin, Mais c'est comme la relation qu'il a avec les Latviens. C'est-à-dire que est-ce qu'il méprise ou est-ce qu'il trouve que c'est un peuple qui mérite ce qu'il y a de mieux, mais qu'il y a de mieux à la schlag, quoi. Parce que de toute façon, parce qu'à la base, mais ouais, parce que même il est le roi, enfin il est le monarque d'un royaume qui, quand même, à la base, ce peuple-là poursuivait son propre peuple. Oui, c'est pas un de gitans, quoi. aristocrate. C'est à la Il a base, pris son titre. Ouais. le mec à la Il a base, conquis c'est même le pas pays. voilà, il vient même pas d'une classe modeste ou ouvrière, quoi. Le mec, il vient d'un peuple Ah non, gitan, c'est-à-dire que même il est encore plus bas oui. que là, quoi. Et ça, c'est génial. Et il explique super bien Stern dedans. En fait, la façon dont c'est raconté, c'est super bien raconté. Parce qu'à un moment donné, il te dit carrément, oui, mais en un an, c'est bon, il avait conquis le pays, Oui, il avait établi ça, l'opposition j'adore. en novembre. Et en plus, il nous avait tout apporté. C'est-à-dire qu'il nous on était tous heureux, on avait des inventions comme on n'en a jamais eu. On a eu l'électricité, tout ça. Ouais, voilà, ouais. L'eau potable. Ouais. Et c'est super bien raconté. Ça, j'ai trouvé. J'ai vraiment trouvé de toute façon, je trouve sa narration hyper fluide et ses dialogues toujours à propos. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait dans les pattes. Par contre, les voix sont là, les voix des personnages sont là, et c'est pas surécrit. C'est pas un peu plus surécrit au début du bouquin. Tu vois que ça a été préparé pour du single, parce que même la taille des planches est complètement différente. Comme on le voit, elle a été réduite pour il y a beaucoup de noirs tournants sur les pages jusqu'à ce qu'ils arrivent en enfer, et après tu vois d'ailleurs le style de Mignola, il est pas du tout le même au début qu'à la fin et tout. Il y a un peu ça aussi avec le graphic novel sur Elektra de Frank Miller, Elektra Lives Again, qu'il avait aussi commencé avant de faire Dark Knight Returns, qu'il a fini après le Dark Knight Returns, et tu vois le
le style qui évolue au fur et à mesure. Mm. Et je trouve la dernière partie là où donc avec les couleurs de Badger, avec l'ancrage de Badger et les couleurs de Badger là sur Mignola, moi je les trouve magnifiques quoi. Ouais. En fait, Mm. la narration de Mignola, elle est complètement orchestrée par rapport aux rayons, aux bras des persos. Mm. Il y a une super page là avec qui est aussi un petit peu un hommage à John Buscema où tu as Mephisto sur son trône avec un espèce de petit diable de l'enfer qui lui verse de l'eau brûlante là, dans une coupe. Et en fait, la coupe déborde et en fait, tu continues à voir de la lave qui continue jusqu'en bas en fait de la colline sur laquelle ils sont. Et en fait, tu suis les bulles par rapport à ce jet de lave. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Ouais. Pareil, On n'est jamais perdu, hein. On n'est jamais perdu c'est chez Mignola. hyper clair. Comparé à d'autres qu'on aura plus tard, Ouais. il tient la narration, lui. Hein. Il y a un combat aussi énorme, où tu vois, juste sur ça, il y a un combat où Doctor Strange en fait fait une espèce de rayon qui fait un cercle. Et c'est pareil, en fait, ton œil suit le rayon du cercle et les monstres qu'il affronte. Et en fait, du coup, tu lis la bulle en même temps que tu regardes l'action développer. Il n'y a pas grand monde qui arrive à faire ça hein, dans le milieu des comics. Et il y en avait beaucoup quand c'était Shooter qui était à la barre. Donc ceci explique peut-être cela, parce qu'il a dû, à mon avis, pareil, mettre des coups de trick un peu comme Dr. Fatalis en Adverie. Mais tu prends par exemple, moi je retrouve un peu ce même genre de découpage, par exemple chez Frank Miller quand il fait 300, quoi, où et c'est vraiment un beau compliment que je lui fais parce que je pense que 300 c'est une merveille graphiquement et de narration. Et la façon dont il place les bulles et dont il découpe toute sa planche et dont il place ses personnages, les décors, les éléments de décor, c'est pas. C'est un plaisir pour les yeux. C'est vraiment. Alors là, c'est une des fois là, dans nos podcasts où j'ai vraiment. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas l'image pour décrire en même temps parce que c'est vraiment. Et les couleurs de Badger. Effectivement, elles sont moins banales, je trouve, que ce qu'il va faire sur Hellboy, où tu auras les tons gris avec le Hellboy rouge qui tranche dans les décors. Là, il y a quelque chose, des couleurs assez chaudes, alors qu'on est en enfer. Bon, il fait chaud en enfer, mais voilà, ils arrivent à être. C'est quelque chose où ils jouent avec les passages en noir et blanc, avec les flashbacks, et où tu es en plein Mario Bava. Hein. Quand tu es dans la forêt là, avec sa mère sorcière et le flashback aussi avec les origines de Doctor Strange, et puis les passages en enfer là où il y a vraiment des couleurs très vives. Il utilise vachement bien les couleurs primaires. Enfin, il y a un moment donné là où le Mephisto devient une espèce de bouche géante qui avale des yeux avec de la lave qui tombe sur un champ de force qui a été érigé par Doctor Strange autour de lui, de Docteur Fatalis et puis de sa mère en statue. Là, même la mère en statue, moi je trouve ça vachement bien. Là, ça, et puis sa mère, ce qui est intéressant, c'est que sa mère, on avait mis ça comme gag dans une des émissions, mais c'est vrai que sa mère, elle ressemble vachement à la sorcière rouge. Et la séquence là où elle invoque Mephisto, c'est vraiment, il y a de la sensualité, c'est étonnant, hein, c'est étonnant. Dans un comics Marvel, c'est étonnant en fait d'avoir. Oui, à l'époque, ça arrivait très rarement, hormis peut-être dans des Conan, quoi. Ouais. Mais sinon. Mais c'était la période magique. Hein. Oui, voilà, on est dans les années 80. Il y a pour revenir sur justement les enfers et sur le dessin, c'est il y a toute la notion par rapport il y a toute la notion de verticalité. Beaucoup de planches, tu vois, avec du bas vers le haut. Sur l'exemple que reprenait Isaac là, avec justement donc Mephisto qui se fait servir la coupe et l'eau qui déborde devient la bave, et du coup en fait il joue beaucoup ça. La première apparition de Mephisto, il est droit comme un i, et il coupe il est au centre de la case et il coupe tout en deux, et en fait tu as toujours cette notion dès que tu es dans l'enfer de verticalité et d'essayer de revenir vers le chute, le chute ou de revenir vers le haut, parce qu'en fait tu es comme ça, en fait tout le récit
des enfers, c'est tu commences à chuter pour après remonter peu à peu. Et il te le met petit à petit, quoi, enfin de manière graduelle. Et pareil sur les couleurs, et en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'adore les couleurs, il y a un côté dégradé qu'en effet, sur Hellboy, j'apprécie moins justement ce côté un peu, même si ça marche bien dessus, mais je suis moins fan de ces côtés un peu bruts, un peu vraiment noir, rouge, enfin très Mm. primaire. Et alors, moi, ce que j'adore en plus avec ce dégradé, c'est qu'il joue en fait sur les couleurs de Strange et de Fatalis. Oui. C'est-à-dire que tu as beaucoup de vert et tu as beaucoup de rouge. Ouais. Rouge en enfer normal, mais par exemple, tu as une image de Méphisto sur son trône, Fatalis devant lui et des tentacules qui sortent, toutes les tentacules sont vertes. Mm. Et il rappelle bien, en fait, grâce à ça, tout ce combat qu'il y a autour entre ces trois entités, et peu à peu la prise. En fait, il y a toute une histoire d'emprise à chaque fois, hein. Tout est autour de l'emprise. Quand tu vois le nombre de fois où Méphisto avale, les personnages avalent la terre et tout ça, la Ouais. manière dont on essaie de s'en Mm. sortir, enfin, ça joue toujours sur cette idée. Il a la mère de la Fatalis, il l'a pris sous son emprise, enfin, il l'a trahi, il s'est moqué d'elle. Et Mm. puis et ainsi de suite. Même la statue joue sur la verticalité. Enfin, c'est ça que je Mm. trouve. Oui. Autant j'aime beaucoup le début pour ce côté un peu mise en place des choses, du récit et tout. Autant j'adore toute la Latverie parce que ça pose le personnage et ça te pose d'autant plus que Fatalis c'est toujours on apprend tout sur Fatalis mais jamais de sa bouche. Tout est Mm. passé. Ouais. On se Ouais. moque de Boris, mais c'est quand même via Boris ou via Strange. Mm. Et ça participe justement à ce recul nécessaire que Stern pose pour le personnage. C'est-à-dire qu'en gros, il s'est dit, à mon avis, hein, pour avoir le recul qu'il me faut pour ce personnage, il faut pas que ce soit lui qui se confie le plus, quoi. Il Mm. est hors de question, quoi. Ouais. Sinon, Ah oui, parce et, que si c'est lui qui se confie, tu en apprends c'est sur lui et à la Mm. fin, en fait. c'est faire preuve de Ouais. faiblesse. Et du Eh coup, oui. et ce qu'il dit d'ailleurs, c'est à un moment Strange, pourquoi t'es pas venu me dire, t'es pas venu me demander? Et il fait, mais jamais Fatalis ira demander quelque chose à quelqu'un, quoi. Mm. Fatalis Et, ne supplie pas. mais voilà, c'est exactement ça, quoi. Et donc pour terminer, ouais, autant j'aime les deux premières parties, autant c'est vrai que c'est la partie de l'enfer qui est grandiose graphiquement parlant. Oui, Et oui. c'est vrai Mais, que c'est vrai ce que tu dis sur 300, hein, je pense à 300, mais tu vois dans les différences, c'est vrai que 300 en plus il est sur l'horizontal, en plus quand tu as oui. le format italien c'est magnifique et en plus ça accentue tout ce passage-là avec des coupures et tout. Et autant bah ouais, tout le passage en enfer joue sur cette verticalité et en plus ça aide avec les planches quand il fait des pleines pages ou même quand il s'amuse comment dire, de jouer sur les dimensions de Méphisto. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup et qu'on retrouve chez Romita Junior dans son Daredevil. C'est Tout à que fait, ouais. Méphisto, d'une page ou d'une case à l'autre, il sera pas pareil. Et Mm. ça, c'est un truc, c'est délicat. Je veux dire, si tu merdes sur les dimensions de ta personnage normal dans ta BD, Ouais. tu as vite fait de te planter. Mais avec Méphisto, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Ouais, parce que Tu peux en ça faire un suit personnage d'origine, voilà. parce qu'en fait, ça suit la tentation. C'est-à-dire qu'il Ouais. se Mm. réduit Ouais. quand il veut parler d'homme à homme, entre guillemets. Et puis, quand il veut en apposer, quand il en a marre, ouais, en fait, tu t'aperçois qu'il est gigantesque. C'est ça. Ouais, non, mais c'est bien vu. Je rebondis aussi sur l'idée, là, tout à l'heure, dont tu parlais de l'influence sur les scénaristes anglais, Mm. avec comment dire, le groupe de sorciers, là, au tout début, là, Mm. qui viennent de tous les coins de l'univers Marvel. Ça me fait penser, effectivement, aussi à... Alors, effectivement, comme le récit a été écrit au début des années 80, c'est avant la vague britannique. Et ce qui est intéressant avec Roger Stern, c'est que déjà son récit, on en avait parlé avec Ringside du récit dans Captain America, où on se trouvait en Angleterre avec le Baron Blood et avec les vieux invaders qui sont un peu décrépits, Union Jack, tout ça, ça préfigurait un peu le traitement des héros de l'âge d'or de Watchmen, Mm. de Alan Moore. Là, on est avec la réunion des sorciers, avec quelque chose de similaire à ce que fait Alan Moore avec les Captain Britain des différentes dimensions, où effectivement ils ont des looks improbables sortis de toutes les autres dimensions. Et ce qu'on va voir aussi chez Grant Morrison avec plus tard avec Zenith,
où il y a toute une partie dans le troisième livre de Zenith, c'est une espèce de parodie de Crisis, où il se retrouve au milieu de plein de super-héros. Et effectivement, par exemple, la punkette avec qui est seins nus sous son blouson en cuir et qui porte juste un string. Effectivement, ça ressemble à des personnages qu'on va avoir dans la Doom Patrol, qu'on va avoir dans les comics de Warren Ellis. On va en voir 15 à la douzaine, des comme ça, des magiciennes, punkettes. Super-héros underground, Vertigo, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et c'est intéressant que Stern ait déjà mis un peu le doigt dessus, parce qu'en plus elle est anglaise, c'est ça Ouais, bah oui, ça doit être ça. ouais. Et il y a une Atlante, il y a non, c'est pas mal. C'est pas mal foutu. Ouais, je dirais qu'il y a un aborigène d'Australie. Et c'est intéressant. Il y a des hindous, il y a des trucs. Et c'est intéressant, il a écrit ça avant, justement, avant tous les gros baroufs du genre Crisis, du genre Secret Wars, où tu as déjà la réunion de tout un cast pour détruire pour un défi. Voilà, on est en plein à l'époque où il y aura le Contest of Champions, ensuite il y aura Secret Wars, ensuite il y aura Crisis. C'est intéressant en fait. On voit que Stern de toute façon, il est comment dire, c'est un auteur visionnaire, comme on pourrait le mettre sur des bandes annonces. Mais c'est vrai que ça vient en fait. Moi, je pense que ça vient en fait du fait que Stern il perd jamais de vue les origines des personnages et qu'il les connaît très bien. Il connaît très bien les ressorts dramatiques, effectivement, et c'est ce que dit Bruno, et ce que vous dites aussi, qui est que Stern, il se pose des bonnes questions. Quoi. Il se dit, au bout de là, on est en 89, donc il y a quasiment 30 ans d'histoire sur Dr. Fatalis. Qu'est-ce que tu racontes encore sur Dr. Fatalis, quoi ? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur Dr. Fatalis ? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur Dr. Strange ? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur Mephisto ? Et ouais, effectivement, ça donne l'impression que l'aventure vaut le coup d'être lue. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui. Et ouais, ça rejoint ce que vous disiez plus tôt sur le supporting cast. Parce que là, c'est pareil, les sorciers, ça reste un supporting cast. C'est-à-dire, ça ne prend pas le plan. C'est pas pour nous introduire un personnage dont on n'aura rien à faire, qu'on verra plus dans 6 mois. Et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir des bons personnages intéressants. Tu as envie d'en savoir un peu plus, en fait, sur ces sorciers. Le personnage de Genghis là, qui ouvre le récit, c'est pareil, quand il ouvre le récit, il y a quand même 3-4 pages juste sur lui. Tu te dis que ça va être le personnage intéressant, ça va être le personnage du récit, et en fait il disparaît totalement dès la réunion Strange Fatalis pour revenir à la fin avec un petit côté malicieux. Moi il me fait penser au gardien. Mais au gardien, tu vois, mais il a un peu le même look d'ailleurs. Mais voilà, il a un peu le même look. Il a la cape et tout. Il a un côté un peu plus malicieux, on va dire, affiché. Le côté malicieux affiché, un peu plus en plus. Bon, je me parce que le gardien, c'est pas le roi de la déconne. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages moins drôles que le gardien. Alors, quand on parle du gardien, on parle bien sûr du Watcher de Marvel. Uatu, le grand chauve qu'on n'a jamais vu au cinéma. On a vu. Peut-être vite fait. On les voit dans les Gardiens. Dans les Gardiens de la Galaxie, c'est dans les Gardiens quand il fait tout le tour de. Je sais plus quelle scène où il discute avec. C'est dans les Gardiens de la Galaxie. Je crois que c'est dans le 2. Ouais, ça doit être le 2. Il y a un gag où. Il parle avec Stanley. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Donc voilà, on les voit là. Merci. On les aura. Et dans la série animée What If aussi, il me semble qu'ils apparaissent. Oui, du coup, voilà. Voilà, puisqu'ils jouent. Mais du coup, voilà. Donc du coup, et pourtant, ce personnage, t'as envie un peu de connaître finalement un peu plus tout ça. Mais non, au final, il joue son rôle de narrateur de manière, voilà, il ouvre et il boucle l'histoire. Mais ça fait très histoire. Enfin, il y a plusieurs histoires dans l'histoire, en fait. C'est ça qui est marrant. Ouais, parce qu'on a lui comme narrateur, et puis on a, comme on a dit, Boris, qui doit bien nous narrer un tiers de l'album quand même. Ah ouais. Et c'est un très bon narrateur.
Hein, Ouais. Ah bah t'es on sent qu'il a raconté des histoires au coin du feu à Fatalis aux petites Ouais. filles pour le aussi, distraire quand il était petit. Hein. Ouais. c'est- Ah, il doit faire ça d'ailleurs à mon avis. Tous les soirs, ouais. Il doit- avant de s'endormir, Fatalis a besoin de son histoire. Voilà. Moins Henri, de drama. viens me conter les légendes. Viens me faire ton rapport sur Ah, mon ce fidèle qui s'est Boris. passé en 1920 et l'histoire de Sylvain et Sylvette. Raconte-moi une Euh, histoire. Le cher Boris. Il y a deux trucs aussi, je trouve, qui ont fait école. Toujours dans les dessins de Mignola. Il y a la case où Fatalis verse une larme à travers son armure, Ouais, qui aura été réutilisée dans le sinistre épisode du 11 septembre. c'est vrai. Alors, ils auraient pu la laisser où elle était, hein, la case, honnêtement. Et il y a une petite case où on a le capuchon avec les yeux rouges qui ressortent. On voit Ouais. tout le visage est dans l'ombre et il y a les yeux rouges qui ressortent comme ça de la capuche. Et ça Ouais. sera un petit peu le design récurrent qu'on retrouvera dans la série Doom 2099, Et où il est dans le chez, futur. et chez notre ami Walt Simonson. Et chez Walt Simonson aussi, ouais. Ouais, quand il fait revenir Dr Fatalis dans le 350, je crois. Ouais. Ce qui doit être à peu près à la même période, non, que le 2099, Non, ou c'est plus peut-être un peu Il est plus tôt. Il est Ah. plus tôt, ouais. Il est plus tôt. Ouais. Plus tard. Je pense que Plus tard, tu dirais? Parce que là. non, le attends, graphic novel arrive avant 2099. Ouais, ça, voilà, c'est c'est sûr. ça. Oui, oui. Ah oui, bah oui. Là, Non, il je est- parle de Walter Simonson sur les Fantastiques. Ah, Walt Simonson, il est avant. Il est avant Il est- le Doom 2099. Parce que je crois que justement, le truc, c'est que Doom 2099 commence après que Dr Doom a été vaporisé dans un épisode de Tom DeFalco, Paul Ryan, et il laisse planer le doute sur le fait que ça serait Ouais. Le Le même. que ça, même. en fait, parce que le but de Doom 2099 au départ, c'est de dire c'est le vrai Dr Fatalis. Mm. Et Ouais. il y a cette ambiguïté justement qui. Mais pour ça, il faudrait que je relise les Doom épisodes de 2099. Falco et Paul Ryan et de Doom 2099. Et pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais Il faudrait nous payer. pour répondre à ta question, lors de l'apparition du graphic novel sur la série Fantastic Four, c'est le run de Angel Art. Donc on est, Ouais. Oui. on est avant. C'est cette période-là? Ouais, Ouais, je viens de regarder. Et c'est la période D'accord. de Angel, donc on est Ouais, avant. J'aime bien, Mais moi, moi, la période d'Angle Art sur Ouais, j'aime bien aussi. les Fantastiques. Ouais, moi aussi. Elle est un peu barrée, mais elle est bien cool. Avec la chose qui change de forme, etc. Avec Sharon Ventura. Sharon Ventura, ouais. Ça. Puis c'est là où vraiment il sépare bien l'équipe en plus. J'aimais bien là, avec Red Richards et. La Crystal. Ouais, Ah oui, il y a Chaudasse Christelle de la l'équipe. chaudasse. revient. On l'a pas froid le cul, celle-là. Mais oui, Bon, bah, c'est je vais tout. rester dormir. Je Ouais. suis au bout du couloir, Johnny. Bonne nuit avec ta femme aveugle. Ah là là. Ouais. On fera un épisode sur Crystal un jour. Peut-être, ouais. Ouais, qui sera cancellé des sons. Ouais. Cette briseuse de mariage. Écoute, il en faut des personnages comme ça aussi. Ouais. Mais pour en venir à effectivement Dr Fatalis et le côté graphique du graphic novel, moi je note aussi que Doctor Strange, il utilise beaucoup Mignola, la cape, pour animer le personnage. C'est-à-dire, t'as beaucoup de cases où en fait c'est juste la cape. Tu vois que la cape de dos. Et il arrive à donner en fait de la personnalité et à te faire comprendre en fait ce qui se passe par la tête de Strange, mais juste en dessinant une petite forme comme ça. Et ça revient un peu à la façon dont on dessinait Ditko, Doctor Strange, quoi, en jouant beaucoup avec les effets de cap.
Parce qu'il a une cape quand même, Doctor Strange, que personne n'a, quoi. Tu peux le repérer de loin, en silhouette. Et ça, c'est assez. Voilà, c'est pour revenir un peu sur l'aspect graphique. Et puis, moi, il y a aussi un aspect, en fait, dans la façon dont ils ont géré les flashbacks, où ils ont donné un côté un peu old school, un peu vieux film. Surtout à Doctor Strange, il lui donne un peu ça, quoi. Il a un côté un peu aventurier. Tu sais, tu le vois hein, au tout début, en fait, il explique qu'il va pas se téléporter directement. Là, c'est au Yucatan, c'est ça, là où se trouvent les. C'est ça, En fait, il remonte l'Amazonie carrément, mais comme un aventurier, il est déguisé comme Indiana Jones. Ouais. Et ouais, il y a un côté personnage de vieux films, tu vois, des années 40. Très punk, Les quoi, je personnages à la trouve. Bogart dans, ouais, voilà, dans la soif de l'or ou voilà, Ouais, voilà, clairement. Ouais. ce genre de choses. Et je trouve ça assez cool, en fait. Je trouve ça assez cool, en fait, d'invoquer ce genre parce qu'on est déjà dans les années 80, on est déjà avec des films qui sont considérés comme des classiques, quoi. Mais voilà, ça fait partie de tout le projet du graphic novel qui est puisé dans les classiques pour donner quelque chose de neuf, quoi. Ça, il y a que des auteurs comme ça qui ont, je pense, qui ont un bagage culturel hors simplement des comics et hors simplement de ce qui se fait depuis les années 80 voilà, qui peuvent arriver à ce niveau, quoi. C'est ça qui rend et ce qui rend effectivement l'album intemporel. Tu peux le ressortir aujourd'hui, tu as une super histoire de Doctor Strange et Doctor Fatalis, quoi. Mais tu te dis que même, voilà, tu pourrais le placer au cinéma, tout est là, quoi. Tu as tous les éléments, tous les... Il y a un côté histoire définitive du personnage. Si vous devez lire qu'une aventure de ces personnages-là, lisez celle-là, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce côté... Effectivement, on raconte toujours la même histoire, on va obligé de repasser par les origines, mais c'est ça aussi ce qui donne à l'univers Marvel toute la base solide qui fait que derrière tu peux ressortir une grosse histoire si tu sais quel angle d'attaque utiliser. Et là, c'est le cas quand on essaye de faire un graphic novel, hein, c'est-à-dire un roman graphique qui soit voilà, quelque chose qui soit pas de la consommation courante comme ce qui était censé être à la base les comics mainstream. Là, on a quand même une volonté de faire quelque chose d'un peu plus artistique, d'un peu plus pérenne, d'un peu plus quelque chose que tu amènes dans la bibliothèque, que tu vas relire, qui sera l'équivalent d'un roman, qui sera la Pléiade, quoi, du côté Marvel. Et ça marche. Et ça marche. Et l'objectif, il est complètement atteint, parce que tu as la partie graphique qui est hyper chiadée, et tout en gardant l'esprit Kirby, Marvel derrière, hein, avec c'est percutant, il y a de l'action, il y a tout ce que tu veux. Et derrière, tu as une histoire qui va parler à tout le monde, en fait, et qui sera même carrément mythologique, quoi. Pas mieux. Je suis d'accord. On passe peut-être à au moment qui craint et au moment qui top. Si on trouve un moment qui craint. Si on trouve un moment qui craint. Putain, j'arrive pas à trouver un moment qui craint, moi. Ouais, moi j'avoue que j'ai fait l'impasse. Hein, j'ai dit. Moi, le moment fort, alors, je crois pas que c'est sur toutes les éditions, mais moi, il y a quand même les 2 pubs que Mignola a dessinées sur Fatalis, qui est Visiter la Latverie et la Latveria Express, qui sont dans certaines éditions. Je me rappelle, moi, dans un Strange, il y avait Visiter la Latverie, que j'étais mort de rire à l'époque. Ouais.
donc on voit le beau château, la belle ville pittoresque, et puis Doom qui fait venez, chers touristes, venez faire un séjour touristique chez nous, savourer des vacances rustiques et reposantes loin des super-héros dans le refuge secret le mieux préservé d'Europe. Mon seul but, que vous vous divertissiez. Et en Latvérie, ma parole fait loi. Avec la participation de l'Office du tourisme de Latvérie et Air Latveria. Et je trouve ça tellement drôle. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais vraiment. Et l'autre, c'est la carte Latveria Express. Où ne voyage pas sans elle. Pareil, c'est Fatalis qui monte la carte et il fait même si je dirige la Latvérie d'une main de fer, j'ai appris que lorsque je suis à l'étranger, mon visage n'est pas toujours reconnu. Aussi, quand je ne formante pas un plan pour conquérir le monde, je ne voyage jamais sans elle. Et voilà, c'est dans certaines éditions, c'est génial. Voilà, ça c'est mon moment, pas mon moment préféré, mais en tout cas, je trouve ça, c'est super ces 2 gags-là. Tu vois, ça c'est le genre de gag, hem c'est dommage qu'ils en aient fait pas plus avec certains autres méchants et tout. Alors autant ils faisaient les trucs, les séries d'été avec les pin-up et tout en maillot de bain, et Ouais. certains étaient Mmh. super jolis, d'autres c'était vraiment horrible. Mais ce genre de page gag, c'est con que ce soit pas, ils en aient pas fait ça avec d'autres, quoi. Ah, puis ça marche tellement bien en fait avec l'univers en soi, parce que Mmh. Et je te dis Fatalis, qu'effectivement, il doit y avoir ouais, il doit y avoir des pubs pour aller mais visiter la c'est Latvérie, vu qu'on mais fait la ouais, Coupe du monde au Qatar, donc mais pourquoi voilà, pas aller. c'est exactement, Ouais. franchement. Il y Et aurait la en Coupe plus, du monde, il y aurait la et Coupe du monde de foot en Dans Latvérie, en Latvérie. Latvérie. Hein. ça c'est mais d'ailleurs, je trouve que Fatalis, c'est un perso en plus avec qui tu peux faire vraiment des super gags. C'est-à-dire que c'est un personnage, il Oui, resterait tu vois, il y a un gag, c'était, pour le coup, c'était dans le run de Straczynski, et je trouve quand même c'était drôle parce que c'était Fatalis qui arrive à l'aéroport et en fait, il fait, un peu sonner les trucs et tout. Bon, du coup, ils le reconnaissent, tout ça, et en même temps, ils disent: «Mais, qu'est-ce que vous avez à vouloir empêcher?» «Doom!» Et là, tu vois vraiment en gros caractère tout ça. Il dit: «Mais pourquoi il parle comme ça en fait, mais c'est comme ça, c'est les enfin c'est les monarques et tout», et je trouve que c'est un personnage sur lequel on peut facilement faire des gags sans jamais dénaturer parce qu'il reste tel quel, lui-même tout le Mmh. temps, ouais. c'est pas le roi du second degré quoi, Moi, j'ai Fatalis, hein, c'est moi, j'ai un gag que j'adore, c'est dans les Superior Foes of Spider-Man, donc qui est la série, sur les seconds couteaux des super vilains chez Spider-Man, elle est et géniale. c'est traité un peu comme Ocean's Eleven, quoi. C'est, Mmh. des gangsters un peu pourris qui doivent, récupérer un objet de valeur, et tu sais pas ce que c'est. En fait, ce que tu comprends, c'est que c'est le seul tableau qui existe, de Docteur Fatalis sans son masque. Et en Mmh. fait, à l'origine de ce tableau, c'est juste que Docteur Fatalis était bourré et qu'il a parlé. En fait, il a kidnappé un peintre pour qu'il fasse son portrait. Et en fait, il a bu trop de vin latvérien pendant la rencontre. Et du coup, il a enlevé son masque, ivre. Et en fait, tu as une case où tu le vois en train de pleurer. Il dit: mais tout ce que veut Fatalis, c'est retrouver sa mère. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, moi Et j'aime il se bien lève le autant. lendemain matin, il a la gueule de bois. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a je sais plus, il a un caleçon où c'est marqué tuer Richards ou un truc comme ça. C'est n'importe quoi. C'est génial cette série. Ouais, C'est c'est mais c'est vrai que Fatalis, moi, c'est un personnage, je trouve, on peut vraiment, on peut rire, on peut faire des gags sur lui, mais jamais, parce qu'il reste lui-même, c'était les autres personnages à Ouais. côté qui arrivent vraiment à le Ce que tu veux dire par là, c'est que tu adresses un message à Kevin Feige pour dire: mmh. «Mettez Fatalis et mmh, mettez un bon Fatalis. Ah mmh. oui, bah ça, bah, je te dirais que Réussissez Fatalis. et je réfléchis Ne vous merdez pas sur ah merdez Fatalis». merdez pas les fantastiques, hein, en tout cas, même, je te dirais de manière globale, Ouais. merdez pas sur les 4 fantastiques, même si je sais que c'est un vœu pieux, hein, mais j'aimerais Aucun de bien. vous n'a vu, Black Panther? Non, Si. non, Si? non, je suis pas allé le Si. voir. Est-ce qu'ils ont planté Namor alors ou pas? Alors, je vais te dire, c'est le meilleur truc du film, et de très loin. D'accord. Voilà.
Donc c'est non, ils lui ont fait le slip vert, les ailettes, le mauvais caractère. Non, là pour le coup, Pour le coup, c'est pas loupé. ouais, ils ont changé les origines dans le S'ils sens arrivent à faire Namor, ils peuvent arriver à faire Fatalis. parce qu'ils ont changé les origines pour le rattacher à comment à l'histoire des conquistadors qui ont conquis et qui ont éradiqué les autochtones en Amérique du Sud. Donc ils ont changé en fait ils ont changé l'origine des Atlantes de façon à ce que ça soit un peu distinct de je pense simplement d'Aquaman, quoi. Le problème c'est que Aquaman et Namor ils ont la même origine, donc Ouais, bah ouais. C'est délicat. voilà. Donc ils ont changé ça, mais à part ça, le personnage, c'est Ils ont Namor pas tel fait le qu'on coup le de la, connaît. ils ont pas fait le coup de l'amnésie. Non, il est non, et il- de son retour dans les 4 Fantastiques. On le non, retrouve non, pas en clochard. Il n'y a pas cette histoire-là. non, malheureusement, parce que ça c'est assez cool, mais ça aurait été trop compliqué dans le. Non, non, il se souvient de tout et. Ouais, d'accord. Y a pas. Mais par contre, le première apparition de Namor, c'est super cool, quoi, parce que tu le vois que en silhouette et tu vois qu'il a les petites ailettes sur le. Ils ont fait quand même les petites ailettes. Ils ont quoi, fait ça, des petites ailettes. Ah ouais, pense. je pensais que non, non, le Namor est super réussi. Après, il y a un film autour. Ouais, Voilà. bon, ça. Voilà. J'imagine, je vois le genre. C'est l'autre souci. C'est le voilà. Mais j'ai bien aimé le Namor. Ouais, j'ai bien, Ok. franchement, sans comment Non, dire, parce que sans s'ils n'avaient pas second réussi degré, Namor, il y a peu de chances qu'ils arrivent à faire Fatalis, quoi. Non, ça m'a Ah, un il peu reste fait l'espoir. penser à. Alors, l'acteur est moins bon, hein, mais ça m'a un peu fait penser à Magneto dans les X-Men. Dans les X-Men, ouais. Ouais, j'ai Ok. trouvé que c'était un peu traité de la même manière, ce qui est pas bête en fait puisque Namor c'est un peu ça, quoi. En plus avec le côté un peu je roule les mécaniques, je suis beau gosse. Alors le problème c'est que l'acteur est un peu c'est pas je suis pas vraiment acteur, mais et je pense qu'ils l'ont surtout choisi parce que c'est il joue bien en slip de bain, quoi. Voilà, mais c'est pas non plus une catastrophe de jeu, c'est juste qu'il a pas le charisme d'un Ian McKellen ou d'un Michael Fassbender dans Magneto, quoi. Mais franchement j'ai pas de toute façon déjà dans le premier Black Panther, je trouvais que ce qui était le plus réussi c'était le méchant, donc c'était Killmonger, donc là Ouais, moi je suis pas fan non plus de Black Panther. donc Effectivement, c'est même avis que toi. voilà. Non, le Chadwick Boseman, il était bien quand il était chez les Russo. Quand il était Black Panther, il était cool dans Civil War, quoi. Il y avait une super introduction et tout. Ouais, parce que Black Panther, c'était un peu le roi lion, hein, quand même. Mais... Ouais, alors que dans Civil War, dans Civil War, ils en ont fait le Batman de l'univers Marvel, quoi. Il arrive, il a deux longueurs d'avance sur tout le monde, il parle à personne. C'est génial. il joue son propre, il joue sa propre partie pendant que les autres ils se fritent. Et puis dans Infinity War, il a la meilleure réplique de tout le film, quoi. Donner à cet homme ce bouclier. Ah, c'est clair. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voudriez dire sur ce graphic novel superbe, Achetez-le, PD? lisez-le. Lisez-le. J'ai pas donné mon top et mon flop, mais j'ai pas de flop non plus. Ouais. Et le top, comme j'ai pas réfléchi, je fais chier pour rien. Voilà. Bravo. Moi, mon top, c'est je suis d'accord, c'est la séquence dans la séquence sorcière dans. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est marrant que tu milieu dises d'accord, parce que c'est ce que j'allais dire, en fait. Aussi. Ouais, non, l'origine de la mère de Fatalis, on atteint un summum quand même à ce moment-là dans le bouquin. Ça fait un pic. Ouais, puis en plus, c'était détourné c'est ça qui est assez fort, c'est que t'es détourné de l'action. T'oublies, en fait, t'as l'impression, en fait, t'es complètement perdu dans son intrigue à elle.
T'as l'impression et d'un coup, hop, on te remet dans l'intrigue de départ et tu dis, ah oui, mais en fait, il y a dans ces pages, dans ces quelques pages qui sont attribuées à la mère de Fatalis, il y a de quoi faire en fait tout un album, quoi. Et t'as jamais ce sentiment en fait que ça soit trop peu ou trop peu ou trop, tu vois, de ce qu'on en apprend en fait sur chacun, c'est assez fort, quoi. Ouais. Ça, c'est le sens de l'équilibre. Hein. Le De sens du pas... rythme, Le sens du rythme, monsieur. du tempo. C'est exactement ça. Il est très bon, son café gringo. Et, Ouais. et ça marche bien. Et du coup, en France, je crois qu'il est encore disponible. Alors, il y a il y a un grand album qui, je trouve, met bien en valeur tout le dessin. Mais alors, par contre, il est un peu rush. Je ne sais pas s'il est disponible encore. Sinon, je crois qu'il est disponible dans un format plus classique. Les top BD, je pense qu'ils sont encore trouvables facilement en bouquiniste. Hein. N'hésitez pas à les trouver aussi. En plus, il y a une super trad. Et en VO aussi, je crois qu'il est disponible facilement. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à l'enregistrer. On s'est bien marré et on a été bien content de relire ce récit. Je pense qu'on va réattaquer, on reprendra d'autres top BD parce qu'il y a quand même certains qui valent vraiment Oui. Il y a un beau le cheptel, coup. là, ouais. Il y a un super beau cheptel. Moi, quand je redescendais un peu toute la collection, je me suis dit, ah putain, mais c'est vrai, il y a ça. Ah oui, il y a aussi ça. Ah la vache, il y a ça. Ah, ça, c'est mortel. Bon, ah, ça, c'est naze. Bon, mais c'est surtout sur la fin, ça, par contre. Mais, mais voilà. N'hésitez pas à nous liker, à nous écouter. On est sur plein de plateformes de podcasts différentes et sur YouTube. Et puis, on vous souhaite de très bonnes lectures et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao, abonnez-vous. Oh, j'avais oublié de dire ça.